3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi? Les mercredis qui, maintenant vous le savez, vous avez l'habitude, sont les best-of de live du lundi, en mode Crystal Ball. Sauf que là, si vous étiez là la semaine dernière, maintenant vous l'avez compris, on va faire quelques Crystal Ball là qui vont être dédiés à mon top 100 des joueurs NBA 2022. Mais avant que je vous rappelle le concept, vite fait, il faut que je vous parle d'un truc. Regardez mon t-shirt de Jordan Poole, comme il est cool, et en plus ça rime. Ouais, il m'a été envoyé par les frérots de Derby Ball, qui soutiennent la chaîne depuis un petit moment déjà, merci encore à eux. Et Derby Ball, si vous connaissez pas encore, il n'est pas trop tard pour aller découvrir. Comme vous l'avez vu, ils présentent tout plein de t-shirts, c'est leur spécialité, qui sont super quali, super originaux. Mais en plus, ils se sont étendus, maintenant il y a des shorts qui sont vraiment cool, il y a des coques de téléphone, il y a des suites, il y a tout ce que vous voulez, et surtout il y a énormément de références. Allez voir là-bas des joueurs du passé, comme du futur, vous trouverez à coup sûr votre bonheur, j'en suis certain. Surtout qu'en plus de ça, histoire de faire bien, comme mon t-shirt Pool Party qui est en lien avec l'actualité, il continue constamment à pondre de nouveaux trucs en fonction de ce qui se passe en NBA, j'adore. Ouais, ils font un boulot de monstre, il faut les féliciter pour ça. Et pour vous faire croquer, j'ai un code promo, le code le 6e homme. Avec ça, vous aurez 10% de rabais sur toute votre commande, ce serait quand même dommage de ne pas l'utiliser. Alors go vous faire kiffer et me faire kiffer en soutenant la chaîne, en chopant chez Derby Ball. Yeah baby. Mais bref, même si Derby Ball c'est cool, aujourd'hui, vous êtes là pour parler de mon top 100 NBA 2022. Là, je ne vais pas rappeler tout le concept, si vous voulez tous les détails, je vous invite à voir la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière. Là, j'y explique vraiment tout. Ce qu'il faut retenir là juste, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas juger de la carrière des joueurs en question, on ne va pas non plus juger seulement de leur saison 2021-2022, on va juste juger de leur niveau au niveau global. En gros, je vous donne qui sont selon moi les 100 meilleurs joueurs de toute la NBA à l'heure actuelle en fonction de leur level intrinsèque. Et vu que ce sera forcément subjectif, je vous invite à faire la même chose. J'ai créé une adresse mail exprès pour ça. J'en ai déjà reçu quelques-uns et je vous attends fort pour faire un débrief à la fin. Envoyez-moi tous vos top 100 NBA 2022, ça permettra de faire des comparaisons et franchement j'ai hâte de voir ce que ça donne, voir nos plus grandes différences. Mais bref, stop le blabla, il est temps de commencer. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti pour mon top 100 NBA des joueurs 2022, les places 80 à 61. À place 80, Kristaps Porzingis. Donc comme pour tous les joueurs, là je vous ai mis les stats de la dernière saison à laquelle il a joué, donc c'était quand même plutôt propre, hein, 20 points et 8 rebonds. Et je trouve pourtant que c'est assez difficile d'évaluer son niveau à Kristaps, parce que en fait déjà je le trouvais pas si mauvais à Dallas, je le trouvais pas si mauvais, même si c'est un joueur qu'on adore critiquer, mais je trouve qu'il était surtout très mal utilisé. Et même si depuis il a montré de très belles choses à Washington, les blessures ne l'aident pas à prouver qu'il est encore au level All-Star qu'il avait en 2017. Quoi qu'il en soit, on s'en rend compte, et ça a été le cas chez les Wizards, que dès qu'il a été responsabilisé, il était plutôt bon. Donc il jouait moins par exemple aux Wizards qu'aux Mavs, mais pourtant il livrait des meilleures stats, et sur sa fin de saison, il a dépassé plusieurs fois les 25 points, et tout ça c'est plutôt de bon augure, c'est dur à dire ça. Et il a même fait un match à 35 points, une belle perf à 35 points là en fin de saison, où je kiffais revoir le Porzingis d'avant, qui utilisait du jeu au poste, qui utilisait un mid-range, qui utilisait tous ses appuis, son footwork, son petit turnaround, et pas juste du shoot et du pick and pop comme il le faisait à Dallas. Et là, ouais, j'avais l'impression de revoir un petit peu le vintage Kristaps sur la fin de saison avec Washington. Maintenant, le souci, c'est que cette fin de saison, je sais pas vraiment ce qu'elle vaut chez les Wizards. L'échantillon est faible, il a pas non plus fait énormément de matchs, et clairement, la franchise de la capitale jouait plus rien du tout. N'empêche que, sans Bill, et avec un bon Porzingis, il y a eu quelques wins intéressantes, contre les Warriors par exemple, contre les Mavs, contre les Wolves, et voir les Wizards qui font des gros matchs comme ça avec un bon Porzingis, tu te dis qu'il a du talent quand même, le bonhomme, même si on a adoré le critiquer ces dernières années, et même s'il est très injury prone et qu'il est tout le temps blessé. Donc peut-être que je me satisfais de peu, mais ça m'a plu ce que j'ai vu sur cette fin de campagne. C'est un joueur, c'est sûr, on peut lui reprocher beaucoup de choses, on peut lui reprocher d'être soft, on peut lui reprocher de pas prendre assez de rebonds au vu de sa taille, ou de pas assez protéger le cercle, de se blesser tout le temps aussi, bien évidemment, même si ça c'est pas sa faute, mais il reste talentueux, et ça c'est indéniable pour moi. C'est bien plus qu'un floor spacer que tu n'utilises que en pick and pop comme c'était le cas dans le Texas, et je suis persuadé que son niveau intrinsèque est bien plus haut que ce que l'on a vu ces dernières saisons. Il peut aussi être une force intérieure, ça c'est sûr et certain, et rien qu'en levant les bras, il est utile des deux côtés du terrain, même si c'est pas le meilleur défenseur du monde, il lève les bras, il dissuade dans la peinture, et ça aussi, ça lui apporte de la valeur. Donc je suis même assez persuadé que, là, je le mets à la 80e place, parce que l'échantillon est faible, et qu'il a beaucoup été blessé, et qu'il était mal utilisé, mais je suis sûr qu'au fond de lui, intrinsèquement, il vaut mieux que cette 80e place, mais malheureusement, ses soucis de santé, son utilisation, ça lui a pas vraiment
permis de prouver assez ces dernières années, et c'est pour ça que je le mets pas plus haut, et 80, bah, ça me paraît un bon niveau pour le Kristaps Porzingis à l'heure actuelle. Pour Porzingis, vous êtes 72% à être d'accord avec moi, donc c'est plutôt cool, vous êtes plutôt d'accord et ça fait plaisir, donc 72% vous l'auriez mis à peu près à cette place. Par contre vous êtes 16%, vous l'auriez beaucoup mieux classé, 12% beaucoup moins bien classé, donc c'est à peu près équivalent, ceux qui l'auraient mieux classé et ceux qui l'auraient moins bien classé. Voilà, hein. Bien sûr que lui, au niveau du potentiel et au niveau de ce qu'il aurait dû être après les Knicks, on imaginait que peut-être Porzingis serait un top 30, mais là, bah, vu comment il était mal utilisé à Dallas et vu comment il était blessé, c'est beaucoup trop dur de viser un top 30, même un top 50, et top 80. C'est un peu triste hein, de le voir là, mais je pense qu'il est capable de beaucoup mieux, et peut-être que s'il fait une saison pleine à Washington, qu'il est bien utilisé et qu'il se blesse pas, il est capable de gagner qui sait 30 places dès la saison prochaine. En tout cas j'ai hâte de voir ça et voir s'il en est capable. En place 79, voici Norman Powell et ses 19 points par match la saison passée. Lui on n'en parle pas beaucoup je trouve, c'est vrai qu'il passe beaucoup sous les radars, mais c'est quand même un sacré scoreur et un joueur talentueux. Dès son arrivée chez les Clippers, en cours de saison, et j'avais la chance d'y être à ce match, il est arrivé en provenance des Blazers, j'ai vécu le trade alors que j'étais là-bas, mais il a montré son talent directement avec un match à 28 points, en mode ça y est, j'arrive aux Clippers, regardez, il n'y a pas Kawhi, il n'y a pas Paul George, regardez à quel point je vais pouvoir scorer. Donc ouais, un véritable scoreur qui peut des fois faire preuve d'un peu de croquage, et encore ça reste raisonnable, mais le talent, Norman Powell le possède réellement. C'est un joueur qui a un vrai sens du panier, qui quand on lui donne des responsabilités pourra sans souci assumer le rôle d'option 2 ou 3, mais vraiment sans souci, et surtout moi ce que j'aime bien c'est que c'est un joueur qui est agressif des deux côtés du terrain. Il joue avec hargne, il défend plutôt bien. Pour moi, si tu le mets dans un 5 de départ, autour de Star, ben ça peut être un joueur de complément par excellence, qui peut fitter dans tous les systèmes, dépanner dans pas mal de secteurs, surtout le scoring, hein, mais aussi la défense, comme je disais. Il peut s'arracher sur le meilleur scoreur adverse, et marquer ses 15-20 points à peu près tous les soirs, et faire même des espèces de grosses pointes à 25, pourquoi pas 30 points, un jour où il est chaud. Il peut scorer aux 3 niveaux, il est plutôt adroit, hein, regardez ses pourcentages, c'est loin d'être dégueu, 42% à 3 points, 46% au global, c'est très propre. Maintenant, le problème, et lui aussi, c'était un problème pour Porzingis et c'est aussi un problème pour Powell, il s'est beaucoup blessé ces derniers temps. Avec les Blazers qui étaient dans une situation difficile, il a perdu beaucoup de matchs sur le début de la saison, et avec les Clippers, si on regarde, avant le play-in, il avait joué que 5 petits matchs de saison régulière, parce que tout le reste du temps il était blessé, il était sur le côté. Donc je suis assez persuadé que lui aussi, il a au fond de lui, en lui, il a le niveau pour grappiller peut-être, je sais pas, à 10-15 places, s'il est en bonne santé et qu'il est bien utilisé, mais pour ça, ouais, il va falloir que sa santé le laisse un petit peu tranquille, qu'il arrête les voyages à l'infirmerie, et prouver qu'il peut toujours avoir un impact décent dans une équipe qui gagne plus. Et en attendant, cette place 79 me paraît pas mal pour Norman Powell. Alors, pour Norman Powell, là vous êtes pas d'accord, mais ce qui est assez fou, c'est que dans le chat, j'étais en train de lire que beaucoup ne le connaissaient pas, et c'est vrai que vous le connaissez très peu, ou vous ne l'avez jamais vu jouer, et c'est vrai que c'est un joueur qui est très peu médiatisé. Mais c'est pas... Aujourd'hui, on classe pas les 100 joueurs qui ont le plus de hype, on classe les 100 meilleurs joueurs, et moi je trouve ça important de mettre un Norman Powell bien classé, parce que je trouve qu'il fait beaucoup de choses, et bon, après, là où vous êtes pas d'accord avec moi, vous êtes quand même 38% à l'avoir vu à peu près dans ce range, dans ce top 100, mais vous êtes 42% à l'imaginer plus bas. Donc beaucoup vous l'aurez imaginé plus bas, et je pense que son manque de hype l'a pas aidé, parce que quand on regarde ses stats, quand on voit qu'il est bon des deux côtés du terrain, et quand on voit qu'il a des bons pourcentages, moi je trouve que ça mérite quand même d'être mis en valeur, puis aux Clippers aussi, il avait beaucoup de choses. Et par contre, vous étiez aussi 21% à le voir beaucoup mieux classé, donc c'est assez intéressant, comme ça, il y en a qui kiffent vraiment Norman Powell aussi dans ce chat, donc ouais, peut-être que pour vous je l'ai mis un peu haut, moi j'assume ma 79e place, mais pour la majorité, ça se joue à peu, hein, 42% qu'il aurait vu plus bas et 38% qu'il aurait vu dans ce range, ça se joue à peu de choses, mais vous l'auriez vu un petit peu moins bien classé dans ce top 100 all-time, dans ce top 100 NBA 2022, et puis je peux le respecter. En numéro 78, voici Robert Williams the Third, si on dit son nom complet. Et voilà l'une des sensations des playoffs du côté de Boston, et encore plus des finales NBA. Donc bien sûr, c'est un mec qui est un petit peu limité en attaque, mais qui grâce à sa physicalité, sa verticalité, peut quand même scorer sa dizaine de points par rencontre. En fait, vous lui envoyez des passes lobées, ou vous le laissez tenter sa chance après rebond offensif, et il en prend quelques-uns, hein, des rebonds offensifs, et c'est quasi 2 points assurés, regardez ses pourcentages. Après, il prend pas des shoots difficiles, hein, il prend que des shoots qu'il aime, mais il shoot à 74% de réussite. Maintenant, il va pas non plus prendre 14 shoots par match, parce qu'il est pas capable de prendre 14 shoots par match, mais sur ce qu'il sait faire, en tout cas, ses spécialités, en attaque, il les maîtrise. Maintenant, c'est clair que son jeu offensif manque beaucoup de variété, et qu'il est très brut, très raw, mais c'est pas si grave, parce que, comme je disais, ses qualités athlétiques et son physique l'aident à s'en sortir. Par contre, on va maintenant parler de sa défense, de l'autre côté du terrain, juste, on voit que lui, c'est aussi simple que ça. Je me dis qu'un jour, s'il continue à progresser à cette vitesse, il pourra décemment prétendre au trophée de Deepoy, et cette saison,
il a terminé en All Defensive Second Team et c'est amplement mérité. Il a des instincts au contre et au rebond qui font de lui un joueur qui est élite dans son domaine, notamment dans la protection de cercle. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est mobile aussi. Fréquemment, on le voit sprinter sur des close-out à 3 points et poser un contre sur un shooter, c'est fort. C'est pas juste un gros baobab qui va être cloué dans la raquette, non, il bouge Robert Williams et il est jeune. Et quand on voit son physique, bah, c'est étonnant d'imaginer que le joueur va être si mobile et qu'il pourra sortir si vite sur les shooters, et pourtant il le fait. Mais pour revenir dans la peinture, ouais, le Time Lord, c'est juste un méga intimidateur. Regardez à quel point un attaquant d'élite, et ouais, d'élite vraiment, comme Stephen Curry en finale, est obligé d'envoyer des espèces de rainbow shots, des shoots qui partent super haut face à lui pour pouvoir scorer dans la peinture. C'est un mec, c'est un mur, une muraille, il est très 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 dur à surpasser quand il est dans la raquette, même pour les meilleurs attaquants. Donc après, ça peut donner l'impression, dit comme ça, que c'est surtout un role player excellent en défense quand on dit ça, et qui a besoin des autres pour briller. Et c'est un peu vrai, bien sûr, il a besoin des autres pour briller. Par contre, en défense, ça peut être le capitaine, quoi. J'avoue que ça peut même faire un peu bizarre de mettre dans le top 80, même 78, un gars qui est si brut en attaque, qui brille surtout sur des passes lobées. Mais en vrai, moi, je m'en fous. Quand t'es l'encre défensive de la meilleure défense de la ligue, quand t'es un réel facteur X en finale NBA, bah tu mérites de la reconnaissance. En plus de ça, j'ai l'impression que, limite à chaque match, il progresse encore, et qu'à chaque fois, à chaque match, il prouve à quel point son rôle est primordial. Faut pas oublier, je veux pas m'en servir comme excuse, hein, mais faut pas oublier qu'en plus de ça, il fait des playoffs à moitié blessé et il arrive à tout péter, à être dans son rôle en tout cas, à être exceptionnel. C'est pas non plus, je dis pas que c'est une superstar, hein, mais son rôle il le remplit à la perfection. Donc ouais, je vais même être honnête, si je m'écoutais, j'aurais même eu tendance à le mettre un peu plus haut. Je dis pas beaucoup plus haut, peut-être pas 10 places de plus, mais peut-être un peu plus haut. Après, j'ai réfléchi, je suis redescendu sur terre, je me suis dit qu'on n'allait pas que juger sur les 2 dernières semaines de playoffs. Il a fait une saison solide hein, quand même, mais j'ai voulu faire attention de pas trop me faire avoir sur la culture de l'instant, ça me semblait important. Il a peut-être besoin de prouver encore un peu plus pour viser plus haut, mais déjà une place 78, c'est fort, et je suis persuadé qu'à ce rythme-là, s'il continue sa progression comme il l'a fait cette saison, dans un an, il pourrait faire un très bon step-up dans ce top 100 si on refait ça dans un an. Pour Robert Williams, la majorité est à peu près d'accord avec moi, mais ce qu'on voit c'est que c'est un joueur qui divise. Vous êtes 46%, donc c'est le plus gros chiffre, vous l'auriez mis à peu près à cette place. Vous êtes 36%, vous l'auriez beaucoup mieux classé, clairement. J'ai l'impression que vous misez beaucoup sur ce qu'il montre en playoff et le fait de faire ça dans une équipe qui est en finale NBA. C'est vrai que j'ai même pas parlé de son petit mid-range baseline là en ligne de fond qui peut à peu près maîtriser, même si c'est pas le shoot qui prend le plus. En tout cas, vous êtes 36%, vous l'auriez beaucoup mieux classé, et 18%, vous dites qu'il est surcoté parce qu'il fait beaucoup d'erreurs de jeunesse encore et qu'il est classé bien trop haut à cette 78e place. Moi, je vais me dire ça va, vous êtes 46% à être d'accord avec moi, il y a du monde au-dessus, du monde qui l'aurait mis au-dessus, du monde qui l'aurait mis en dessous, et bien, ça veut dire que je suis peut-être pas complètement dans le faux concernant Robert Williams, même si évidemment on a tous des critères différents, on hiérarchise tous ça différemment. Pour certains, les matchs récents sont super importants, pour d'autres beaucoup moins, et peut-être qu'il a encore des choses à prouver. Quoi qu'il en soit, 78e place pour Robert Williams, moi c'est là où je l'ai mis dans mon top 100. Mon numéro 77, Bojan Bogdanovic, le croate. Et là, lui, ça me fait marrer de le mettre juste après Robert Williams, parce que c'est presque le joueur inverse. On a un Celtic qui est plutôt jeune, qui défend fort, et qui attaque de façon limitée, et Bojan Bogdanovic, c'est tout le contraire. Lui, il attaque fort, il défend peu, et il est clairement beaucoup plus expérimenté. Et c'est justement parce que il montre qu'il peut avoir ce niveau depuis plusieurs saisons, lui, que je l'ai mis devant Robert Williams. Quand j'ai essayé de les classer les uns par rapport aux autres, c'est ce que je me suis dit, Bogdanovic, ça fait quand même des années qu'il prouve, il est un joueur accompli dans cette ligue, même si c'est des qualités totalement différentes et qui sont dures à comparer, je le mets devant Robert Williams. Parce que ouais, offensivement, le croate, c'est vraiment un crack. Sur cette planète, je crois qu'il n'y a pas un seul tir qui existe, mais qui n'apprécie pas. Il prend tous les tirs. Il est capable de sanctionner de partout, dans toutes les positions, que ce soit à 3 points, à longue distance, en catch and shoot, en pull-up, sur du jeu au poste, sur des drives. En fait, il sait absolument tout faire quand il s'agit de marquer des buckets. Et même face à une défense solide, il arrivera à tirer son épingle du jeu. Et quand je vois la difficulté des shoots qu'il prend avec les pourcentages qu'il a, moi ça m'ébahit. 45,5% au tir, 38,7% à 3 points, c'est fort. Il utilise les mismatchs, il est patient, il réussit à atteindre ses spots préférentiels sans trop de problèmes, et surtout il peut prendre d'incroyables coups de chaud. Il a fait des perfs à plus de 35 points cette saison, à 60% au tir, il a même fait un 11 sur 18 à 3 points à un moment dans la campagne, c'est exceptionnel. Maintenant c'est clair qu'en défense, c'est pas du tout une valeur sûre. Lui son truc c'est l'attaque, et plus particulièrement le scoring, et ça s'est vu par exemple en playoff. Offensivement il n'y avait pas grand chose à lui reprocher, mais défensivement il a fait partie de ceux qui n'ont pas du tout été aider Rudy. Mais après, est-ce que je lui en veux pour ça? Pas vraiment, j'en veux plus à d'autres joueurs d'Utah, parce qu'avec Bojan,
tu sais direct ce que tu as sous la main. Tu sais pas à lui que tu vas demander de défendre. Au contraire, tu organises son équipe autour de ses failles défensives. Tu sais ce qu'il faut attendre de ce mec. T'attends un paquet de buckets, c'est dans tous les sens. Et peut-être peu de défense. Et ça, il le fait très bien, vraiment très bien. Dans son rôle, il est parfait, il est régulier. C'est clairement un des meilleurs de la ligue dans ce costume, hein, de vrai scoreur. Pas en option 1, mais de mec qui peut prendre chaud. Et il a jamais peur de prendre un gros volume de tir avec réussite. Et même si je respecte beaucoup les défenseurs et que j'apprécie énormément les bons défenseurs, là ça montre que j'ai beaucoup d'admiration pour ce que fait Bogdanovic, parce que limite rien qu'avec son talent offensif et rien que sa capacité à mettre des points, rien que pour ça, ça lui met une place dans le top 80 à mon sens, quoi. Pour Bojan Bogdanovic, vous êtes 64% à être d'accord avec moi, donc là ça fait plaisir, on revient sur un consensus un peu, donc 64% vous l'auriez mis à peu près à cette place, 27% qu'il aurait beaucoup moins bien classé en critiquant beaucoup sa défense, et 9% par contre l'aurait beaucoup mieux classé. Donc je comprends ceux qui l'auraient moins bien classé en critiquant beaucoup sa défense, mais c'est vrai que la façon dont j'en ai parlé, on a l'impression que c'était un plot et j'ai peut-être été un peu sévère. Non, c'est pas un plot, il est en dessous de la moyenne, c'est sûr et certain, cette année il a été encore plus en dessous de la moyenne que d'habitude, mais c'est pas non plus un plot, et c'est pas non plus le pire défenseur de la ligue. Maintenant je comprends ceux qui l'auraient mis moins bien classé, mais non, moi avec tant de talent offensif, vraiment un shooter excellent, un scoreur excellent, je pouvais pas le mettre plus bas, et ça fait plaisir, vous êtes à peu près d'accord avec moi, en tout cas à 64%. À la 76e place de mon top 100 NBA 2022, voici Jerami Grant, le joueur des Pistons. Et là on a fait un gros défenseur avec Robert Williams, un gros scoreur avec Bojan Bogdanovic, et là j'aime bien, voici un two-way player comme je les aime. Même si Grant a des qualités, il a aussi des défauts, ça on va le dire, mais je pense que même s'il est un excellent joueur, il a été un poil surcoté après sa saison 2020-2021 à Détroit. C'est vrai qu'il avait assuré, il avait porté son équipe en tournant à plus de 22 points par match il y a 2 ans pour prendre le relais de Blake Griffin suite à son départ, et c'était plutôt bien ce qu'il a fait, mais vu comment les Pistons étaient en fond de tableau, je sais pas trop quelle valeur on pouvait réellement donner à ce genre de perf, et j'entendais des rumeurs de trade avec lui où on en voyait énormément pour le choper, et là je me disais, waouh, est-ce qu'on abuse peut-être pas un peu trop sur la valeur de Jerami Grant? Et cette saison, ça a été un petit peu moins bon pour lui, il a connu pas mal de soucis de blessures, et peu à peu on sentait qu'il était de moins en moins désiré du côté des Pistons, tant l'avenir de l'équipe est promis maintenant à Cade Cunningham qui a été drafté avec le first pick l'an dernier. Maintenant il a continué à avoir un bon impact, il a une adresse correcte sans être folle, et il pèse dans tous les secteurs grâce à sa polyvalence. Après je me dis, ça doit pas non plus être facile à la place de Jerami, parce que ça fait presque un an que constamment, c'est ce qu'on disait, il est dans toutes les rumeurs de trade du côté de Détroit. Donc il y a mieux pour s'investir dans une équipe que quand tu sens que tu n'es absolument pas désiré. Et de toute façon pour moi, il doit pas être une option 1 comme il l'a été. En tout cas il pourra pas, j'imagine jamais un Jerami Grant option 1 dans une équipe qui gagne. Et à Détroit on l'a mis dans une option 1, c'est pour ça qu'il a fait des stats, mais c'est peut-être aussi pour ça que l'équipe a pas gagné. Lui, toute proportion gardée, mais dans un rôle à la Wiggins à Golden State, je le trouverais bien mieux. Il n'y a pas besoin de tant le responsabiliser, par contre si tu veux qu'il apporte exactement ce qu'il y a besoin pour ton équipe, en performant dans tout plein de petits domaines, et en faisant le travail de l'ombre, en attaque comme en défense, je pense qu'il peut le faire. Vraiment, sa défense, j'ai l'impression qu'elle est pas assez mise en lumière parce qu'il est bon, il est grand, il est mobile, il peut switcher, et ça déjà c'est précieux. En vrai, j'aimerais juste le voir dans une meilleure team pour avoir un avis plus précis le concernant, et pour qu'il endosse un petit peu ce costume dans lequel je l'imagine le mieux, en option 3, qui va tout faire sur le parquet, qui va défendre, qui va prendre des rebonds, qui va faire la bonne passe quand il faut, qui prendra le shoot qu'on attend de lui, et qui jouera juste. Je pense qu'il est capable de le faire, mais pour l'instant c'est presque un petit peu du what if, donc j'aimerais qu'il le fasse l'année dernière, donc qu'il le fasse l'année prochaine, ou si en cas de transfert. Donc voilà pourquoi il a du talent, j'en suis sûr, mais j'ai quand même du mal à l'imaginer plus haut parce que j'ai pas assez de preuves. Par contre, au vu de ses qualités, je pouvais pas non plus l'imaginer beaucoup plus bas. 76e place, ça me semble pas trop mal pour Jerami Grant, en attendant de voir ce qu'il fera pour la saison 2022-2023. Pour Jerami Grant, vous êtes 75%, donc plutôt un consensus, vous êtes nombreux à le voir, donc 75% être d'accord avec moi, vous l'auriez mis à peu près à cette place. Personne par contre l'aurait vu plus haut, et je peux comprendre, et 25% vous l'auriez beaucoup moins bien classé du fait qu'il n'ait brillé qu'à Détroit, et ça je peux le comprendre aussi. Maintenant moi ce qui m'a rassuré dans le classement, et ce qui est intéressant, on en parlait justement avec le chat, c'est que on l'avait vu à Denver, il était justement dans le rôle que j'espérais, où Mike Malone lui avait trouvé un rôle parfait, et il avait montré qu'il pouvait briller dans un tel rôle, dans un tel costume, en étant une option 3, 4, et en faisant tout ce qu'il faut sur le terrain, et c'est là-dessus moi que je trouve que c'est un bon joueur, parce que ça il peut le faire. Maintenant c'est sûr que là il est un peu en train de se perdre à Détroit, j'espère qu'il va être transféré cet été, parce qu'il est dans une équipe qui
semble plus trop compter sur lui, et je suis assez persuadé qu'il pourrait faire du bien à un contender. Donc j'attends de voir ce que donnera son été à Jerami Grant, parce que ouais, si je suis très honnête, j'ai pas envie qu'il reste aux Pistons, et peut-être que s'il est dans une équipe un peu plus compétitive, ce sera plus facile de le juger l'an prochain. Mon numéro 75, c'est OG Anunoby des Raptors. Et là, on rentre dans le top 75 et ça commence à parler sérieusement. Donc là, pour entamer ces places-là, avec OG Anunoby, on parle quand même d'un très gros two-way player. Un gars qui a progressé chaque saison depuis son arrivée en NBA. Lui, clairement, sa spécialité depuis toujours, c'est la défense. C'est un vrai stopper. Anunoby, c'est un joueur qui est long, qui est mobile, qui est athlétique et qui est puissant. Rien que ça, c'est balèze et ça l'aide de ce côté-là du terrain. Il défend aussi avec son cerveau et ça lui ajoute une vraie plus-value, en tout cas de plus en plus. Plus les années passent et plus il a un QI défensif qui se développe. Je trouve ça important, et je trouve aussi que c'est un des rares joueurs qui physiquement peut tenir le défi face à des LeBron James ou des Jason Tatum par exemple, et il est pas ridicule, il arrive vraiment à leur faire face, et je trouve ça fort. Mais en attaque, et ça il faut le dire, c'est également devenu un vrai joueur. Cette saison il a fait sa meilleure campagne au scoring avec plus de 17 points par match, il a des pourcentages qui sont très intéressants, son adresse de loin elle est peut-être un petit peu moins haute que l'an dernier, mais elle reste toujours très correcte. Dans le corner, en catch and shoot, Anunoby il peut sanctionner autant qu'il le veut, ça les défenses le savent, et ça crée vraiment de l'espace pour les autres joueurs, mais j'aime bien aussi parce que de plus en plus, il arrive à créer pour lui, il peut pull-up, et aujourd'hui, son arsenal offensif, il a plus rien à voir avec ce qu'il montrait à ses débuts. Il peut driver avec puissance, il peut exploiter les mismatchs au poste, et ça commence déjà à faire un bon petit bagage de qualité, même s'il y a encore des choses à développer. Lui, en fait, c'est un petit peu comme Jerami Grant, j'ai pas forcément envie de le voir en option 1 ou trop responsabilisé, mais en option 2 ou 3, je trouve qu'il pourra tout faire avec talent. Dommage que lui aussi soit, comme Grant un peu la saison dernière, soit régulièrement blessé. Je pense qu'en bonne santé, il aurait pu passer encore un step de plus rapidement. Ceci dit, à Toronto, en saison comme en playoff, je l'ai trouvé très juste, il a rendu de super services ces dernières années, et au vu de l'équipe dans laquelle il est, et au vu du rôle qu'il a dans une équipe playoffable, et qui est pas ridicule, loin de là, cette 75e place pour OG Anunoby, elle me paraît cohérente. Allez, pour OG Anunoby, je crois qu'on arrive sur les meilleurs pourcentages depuis que j'ai commencé le top 100, donc depuis la semaine dernière. Je pense qu'il n'y a jamais aucun joueur qui est arrivé à 88%, vous êtes donc 88% à être d'accord avec moi, donc là ça fait plaisir. Après des joueurs où c'était plus hésitant, moi je me rappelle d'un Norman Powell par exemple, ou d'un Robert Williams qui divisait beaucoup plus. Concernant OG Anunoby, voilà, vous le voyez à peu près tous à cette place, parce que vous êtes 8%, vous l'auriez beaucoup mieux classé, 4% beaucoup moins bien classé, donc ça reste quand même une minorité par rapport aux 88% qu'il voit à cette place, donc pas grand chose à dire de plus. Concernant OG Anunoby, globalement nous semblons d'accord. Ouais, c'est français, nous semblons d'accord. Mon 74, c'est Miles Bridges. Lui, il nous a fait une sacrée explosion cette saison. Et il a montré, grâce à ses qualités athlétiques d'un autre monde, d'une autre planète, qu'il pouvait scorer avec beaucoup de volume. Il profite des caviars de LaMelo Ball, il va poser des dunks de ouf, et régulièrement on le voit dans tous les top 10. Maintenant, c'est une machine à highlight, c'est clair et net, et c'est pour ça qu'on le connaît bien, mais c'est pas non plus que ça. C'est pour ça aussi, par exemple, qu'on le connaît beaucoup plus qu'un Norman Powell, parce qu'il est beaucoup plus souvent dans les top 10. Et ça se sent en fait, il a pris confiance en ses qualités, confiance en son jeu. De plus en plus, il peut évoluer en ISO, créer pour lui, balancer un gros shoot, et bon, des fois, c'est sûr, il prend pas forcément toujours les bonnes décisions. Et de temps en temps, il peut avoir un côté énervant, le Miles Bridges. Mais ça passe. Et puis quand on regarde ses pourcentages, ça reste très honnête, 49% au global et 33% à 3 points. Même si, à mon avis, c'est peut-être un petit peu boosté par les bons ballons qu'il reçoit, ça reste plutôt propre concernant Miles Bridges. Et puis, quoi qu'il arrive, même si c'est boosté parce que la LaMelo Ball lui fait de bonnes passes, faut lui donner un minimum de crédit. Avec son physique et sa puissance, c'est un ailier fort qui est très très dur à stopper quand il est lancé et qui s'est mis en tête d'aller en drive ou de partir en contre-attaque. Plus ça va et plus il essaye d'être constant, en tout cas plus il y arrive même à être constant, et plus il varie son jeu. Tout ça c'est intéressant. Il a terminé meilleur scoreur de sa team, c'est pas rien, même si les Hornets sont pas fait les playoffs, finir meilleur scoreur d'une équipe, ça veut quand même dire quelque chose. J'irai pas jusqu'à dire qu'il est le franchise player, mais meilleur scoreur, ça veut dire quelque chose. Son dribble est toujours pas super sûr, mais il dribble quand même de mieux en mieux, il arrive de mieux en mieux à accéder à ses spots et à partir en drive. Ça lui donne déjà de bons arguments pour un top 100. Il a fait plusieurs matchs à 30-35 points, même une pointe à 38 cette saison. Ça reste bon, un match à 38 points. Après, si on parle de sa défense, j'avoue que là de ce côté-là, c'est toujours un petit peu en chantier. Et pour moi, là-dessus, il doit encore progresser sur sa naïveté. Maintenant, il arrive à faire des bonnes choses et il a déjà, de toute façon, tous les outils physiques pour devenir un bon défenseur et à terme performer dans ce domaine. Pour l'instant, il lui manque juste le QI défensif. Son physique lui permet de faire le minimum, mais il y a ce côté frustrant où on se dit qu'il est capable de bien plus. Donc c'est vrai que Miles Bridges, pour l'instant, c'est surtout de l'attaque et voilà. La défense me permet de pas trop m'enflammer et c'est pas trop mal. Et pour tout le reste, je me dis,
une place 74 pour Miles Bridges, c'est pas si mal. Concernant Miles Bridges, on n'est pas d'accord parce que vous êtes 46% à le voir plus haut classé. J'avoue que ça me surprend pas mal. J'ai pas eu trop d'arguments en plus dans le chat qui montraient ça. Après, vous êtes quand même 42% à être d'accord et 13% qui l'auraient vu moins bien classé. Donc c'est les 46% qui gagne, qui l'aurait vu plus haut classé. Pour moi, il a trop de failles quand même, hein. Il glande trop en défense et je pense vraiment que ses stats sont boostés par le jeu rapide de Charlotte et les passes de la Melo Ball. Donc peut-être que c'est une question de hype, peut-être que c'est une question de highlights et de top 10, mais pour moi, beaucoup mieux classé, ça veut peut-être dire 7, 8, 10 places au-dessus. Et non, ce serait beaucoup trop haut quand je pense à Miles Bridges. Beaucoup de respect hein, pour sa saison, parce que l'année dernière, il aurait clairement pas été dans un top 100, et c'est pour ça que pour moi, une place 74, c'est déjà bien haut pour Miles Bridges. Donc là-dessus, on n'est pas d'accord. Mais voilà, encore une fois, chacun sa hiérarchisation des critères. Et on s'ennuierait si on était toujours d'accord. En place 73, voici Tyrese Maxey. Et là, l'arrière des Sixers, il fait partie de ces joueurs qui ont fait un gros buzz cette année. En tant que sophomore, avec l'absence de Ben Simmons, il avait d'énormes choses à prouver hein, à Philadelphie, et pour la première fois de sa carrière, il était vraiment responsabilisé en NBA. Bon, je parle pour la première fois de sa carrière comme s'il avait 10 ans d'expérience. Non, je rappelle, les sophomores, c'est sa 2e année. Et en fait, quand même s'il était que sophomore, il avait pas le choix que d'assurer, et globalement, il l'a plutôt bien fait. C'est un gamin qui a peur de rien, qui a peur de personne, qui est super rapide, qui possède un côté mobilette assez exceptionnel. En contre-attaque, il est très dur à rattraper, et suite à une interception, il va se régaler et planter des points faciles, hein, vraiment, en transition, je le trouve excellent. Mais sur jeu placé aussi, c'est pas juste un joueur de transition, sur jeu placé aussi, il a montré de vrais skills. C'est un gars qui peut dribbler, qui peut jouer en ISO, qui peut utiliser son premier pas, utiliser son toucher aussi sur des flotteurs, ou même des drives pour scorer encore et encore. Et en vrai, dans ces drives, moi ce que j'aime particulièrement, c'est son body control. C'est le genre de mec qui peut être bousculé, vraiment en l'air là, à cause de son physique frêle, mais qui réussira à chaque fois à se rééquilibrer pour re-regarder le panier et finir avec succès de façon acrobatique. Et ça, c'est une des vraies qualités que j'apprécie chez Tyrese Maxey. À Philadelphie, dans une attaque qui était un petit peu stéréotypé, notamment en playoff autour de Embiid et Harden, mais je trouve qu'il a su être précieux. Il a su apporter cette fougue, cette surprise un petit peu, ce vent de fraîcheur qui était nécessaire chez ces Sixers, et ça a fait du bien, la présence de Maxey. Après, clairement, sur certaines phases, il peut être énervant. On voit encore qu'il est jeune, qu'il confond vitesse et précipitation, qu'il prend pas les bons choix, qu'il se laisse clairement submerger par sa jeunesse et ses émotions. Il est capable de prendre 4 ou 5 tirs de suite et d'envoyer des briques parce que sa sélection de shoot est bof, mais globalement, ça reste quand même plutôt bien. Et regardez ses pourcentages, ils sont loin d'être dégueux aussi. Enfin, ils sont même très corrects. Donc ça montre que il est pas si croqueur que ça. Et pour un jeune, en plus de ça se comprend. On peut aussi le pardonner dans la mesure où dans les 4e quart-temps, généralement, il a réussi à step up, à prendre les choses en main réellement. Quand la défense se resserrait sur Embiid ou Harden, il profitait de leur gravité pour scorer. Maintenant, pour aller encore plus loin, pour viser plus haut dans un top 100 NBA, j'aimerais qu'il progresse encore dans son playmaking, dans sa prise de décision, dans sa défense aussi. Là, dans le secteur défensivement, c'est vrai, il peut avoir un côté teigne qui fait des interceptions parce qu'il va beaucoup gamble, mais son physique, ça lui permet pas de switcher, ça lui permet pas non plus d'être un lockdown. Après, c'est pas grave, comme je disais, au vu de fraîcheur qu'il a apporté à Philadelphie, et il y avait besoin de ça, cette place 73, elle me paraît pas trop mal pour lui, et maintenant, avec plus de constance, de défense et de maturité, je le vois bien encore grimper dans les années à venir, hein. C'est tout ce qu'on lui souhaite et c'est tout ce qu'on attend pour lui. Pour Tyrese Maxey, vous êtes à peu près d'accord avec moi, oui, même plutôt, hein, il y a un bon pourcentage, vous êtes 69% à l'imaginer à peu près dans ce range, à peu près à cette place, 23% vous l'auriez beaucoup mieux classé, parce que certains disent qu'il était carrément le 2e meilleur joueur des Sixers en playoff et qu'il a été exceptionnel en playoff. J'irai pas jusque là, hein, même si j'ai beaucoup apprécié ces playoffs, mais je trouve, comme je disais tout à l'heure, que quand on regarde un match en entier, au cours d'un seul et même match, il peut avoir des moments de brillance comme des moments où il est un peu moins bon, et c'est là-dessus qu'il doit progresser, et c'est pour ça que je veux pas non plus trop me hyper, et il y a quand même 8% qui l'auraient vu beaucoup moins bien classé, donc ce qu'on retiendra, c'est que pour Tyrese Maxey, on est globalement d'accord. Alors en place 72, voici Miles Turner. Là, on passe sur un profil bien différent des joueurs qu'on a vus là dernièrement, avec un pivot. Et je vais pas le cacher, c'est un mec que je trouve frustrant. Il a un talent fou dans plusieurs domaines, il est capable de poser ses 3 comptes par match, dans la protection de cercle, c'est un crack. Maintenant, est-ce que c'est un bon défenseur? Bah désolé, mais non. Je trouve qu'il manque parfois de mobilité, qu'il cherche trop le contre, qu'il se fait avoir par les feintes, et qu'il peut même avoir un côté un peu soft parfois. Pas qu'en défense, hein, on en parlera après, mais il peut avoir un côté soft. Et quant à tels attributs physiques, je trouve que c'est dommage. Et grâce à ces attributs physiques, déjà quasiment que grâce à ça, il est dans le top 72. Donc pendant longtemps, moi, tous ces petits défauts chez Miles Turner, je mettais ça sur la jeunesse et sur le manque de maturité. Mais aujourd'hui, il a 26 ans et je sais pas si ça se corrigera complètement un jour. Et faut dire que en plus de ça, les blessures et son statut l'ont pas aidé. Ça fait 2-3 ans qu'il manque quasiment la moitié des matchs de la saison et j'ai l'impression que depuis toujours, il est sur la liste des transferts à Indiana. Sauf que il n'y a jamais aucune transaction qui se conclut. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être que Indiana en demande trop et que les équipes ne sont pas prêtes à mettre autant pour un Miles Turner avec les failles qu'il a
a et les nombreuses blessures qu'il connaît. Donc à nouveau, comme je le disais un petit peu pour Jeremy Grant, quand tu te sens pas désiré dans ton équipe et quand tu es tout le temps sur la liste des transferts, c'est difficile de s'investir à fond et de performer. Et par contre, si on parle de l'attaque, c'est pareil. Des qualités, il en a. Il a pas non plus un milliard de qualités, mais il en a quand même quelques-unes, plus qu'un Robert Williams, je trouve, qu'on évoquait tout à l'heure, mais il les exploite mal. Il peut utiliser ses épaules pour bully son défenseur, il a 2-3 petits moves au poste, il peut scorer, mais c'est là encore que son côté soft un petit peu se dévoile. Souvent, il préfère s'écarter et shooter de loin, ça il peut le faire sans souci, il est loin d'être maladroit. Cette saison, il a même pris feu contre les Knicks avec un 7/10 derrière la ligne à 3 points. Mais selon moi, il aurait tout intérêt à beaucoup plus souvent se faciliter la tâche en s'approchant plus du cercle pour marquer des points plus faciles et être beaucoup plus efficace offensivement. En gros, en fait, c'est simple. Moi, j'aimerais que Miles Turner, défensivement, en attaque et même au rebond, parce que au rebond, il prend que 7 rebonds, il est capable. Normalement, avec un physique comme ça, tu tournes au moins à 10 rebonds, à 10 prises par match. Mais j'aimerais que dans tous ces secteurs, il se batte, il se fasse un petit peu plus mal. Et pour l'instant, c'est pas ce qu'il montre. Après, voilà, au vu de son talent indéniable et de son physique, j'ai du mal à le classer beaucoup plus bas parce qu'il a de l'impact, il a de l'apport quand il est sur le terrain. C'est quand même le meilleur contreur de toute la NBA et ça fait quand même plusieurs années que ça dure. Mais au vu de tout le reste, je veux pas non plus le classer beaucoup plus haut. Et en vrai, un joueur comme lui, ça devrait pouvoir être clairement les yeux fermés même dans le top 50. Et c'est pour ça que je le trouve frustrant. Donc maintenant, à voir ce que ça donnera l'an prochain avec peut-être plus de liberté qui seront liées au départ de Domantas Sabonis s'il reste chez les Pacers. Je trouvais le fit très moyen avec Sabonis, donc peut-être à voir ce que ça peut donner avec un organisateur comme Haliburton ou même Malcolm Brogdon, là, enfin tout ce beau monde là. Brogdon Turner, on connaît ce que ça donne, mais voir ce que ça donne avec Haliburton en plus, peut-être qu'il peut re-step up s'il reste en bonne santé et c'est ce qu'il faut espérer parce que pour le moment je le trouve très décevant. Même s'il est très décevant, ses qualités me permettent quand même de le mettre en numéro 72. Concernant Turner, encore une fois, je vous trouve dur parce que vous êtes 67%, vous l'auriez moins bien classé, vous êtes 29% à l'avoir mis à peu près à cette place, donc je pense qu'on a rarement eu un score aussi faible et 5% vous l'auriez beaucoup mieux classé. Et je vous trouve dur quand même parce que c'est sûr qu'il a des défauts, c'est sûr qu'il est frustrant et peut-être que ça joue dans votre jugement, mais là on juge pas en fonction des attentes et c'est sûr tout ça. Et moi-même je suis le premier frustré et j'ai beaucoup de mal avec ce joueur parce qu'il pourrait être capable de tellement plus, mais quand même ce qu'il fait, il le fait bien. Il est offensivement, il a du talent beaucoup plus que la plupart des pivots qu'on a vu jusque là. Défensivement il est naïf, mais c'est quand même le meilleur contreur de la ligue. C'est un gros jumper qui peut mettre plein de contres. Donc oui, il est soft, oui, il énerve, mais ça reste quand même un vrai joueur de basket qui peut même mettre des gros tirs à 3 points, qui a su diversifier son jeu. Bien sûr aussi, il est beaucoup blessé et ça, c'est pas sa faute, mais ça aide pas à avoir un bon jugement le concernant. Non, je vous trouve dur avec Turner, je vous trouve dur, mais ça fait partie du jeu. En numéro 71, voici Jordan Poole, encore une des sensations de la saison. Et si Derby Ball a fait son t-shirt Poole Party et l'un de ses produits phares en ce moment, en pleine finale NBA, c'est bien parce que Jordan Poole est en train de susciter une hype de grand malade. Dans les scoreurs de petite taille dans la ligue, c'est l'un des plus skillés, je pense. Il est vif, il a de super appuis et surtout un énorme sens du panier. Bon, ça donne envie de le mettre très haut et de se laisser avoir par la hype, mais il faut être un petit peu réaliste aussi, je pense, même si forcément il a un capital affectif qui est assez fou et on a envie de le mettre très haut. C'est un joueur qui a une énorme confiance en lui, qui a un gros handle, une grosse vitesse, des vrais changements de rythme et un côté insaisissable quand il change de tempo, qui peut balancer des bombes à 3 points. Et en l'absence de Klay Thompson en début de saison, c'est clairement lui qui a enfilé le costume du deuxième Splash Brother. C'est un énorme bosseur en plus et ça c'est tout à son honneur parce que pas plus tard que l'an dernier, on se rappelle, il a dû passer par la G-League. Son step-up depuis un an est réellement remarquable, même si aujourd'hui, attention, on va pas juger de ça, c'est fort quand même d'avoir autant progressé en un an. Bon, là après maintenant en play-off et notamment en finale, malgré quelques moments de brillance, il peut aussi montrer ses limites de temps en temps. Quand les défenses se resserrent, il peut un peu se montrer inconstant et faire des choix un petit peu douteux. Face à la défense très physique de Boston en finale, ses stats au scoring ont pris un vrai coup dans l'aile et il galère un peu plus, c'est sûr. Même si aujourd'hui, vu que les finales sont pas terminées, au moment où je fais ce live, il lui reste encore l'occasion de se rattraper. Mais c'est ça aussi son jeu, c'est prendre des risques et tenter de tout exploser et quand ça rentre, il peut être très fort. Et puis est-ce qu'on peut lui en vouloir? Parce que je rappelle qu'il part de loin, surtout que cette année, avec les absences, il a été un peu utilisé avec toutes les sauces. Plutôt non. Avec Curry? Non, pas de jeu de mots avec les sauces Curry. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il était un peu utilisé à toutes les sauces. Et ce que j'aime, c'est que malgré toutes les adaptations qu'il a dû faire, tous les rôles qu'il a dû connaître, ses pourcentages restent très bons. Et c'est fort que lui aussi, j'expliquais ça pour Bogdanovic tout à l'heure, qui prenait des shoots difficiles et qui avait des pourcentages. Mais lui aussi, Poole, il y arrive. Et ça, c'est synonyme d'une grosse confiance. Et les grosses confiances, il n'y a pas de secret, ça vient avec le boulot. Maintenant, en défense aussi, c'est clair qu'il a de réelles limites. Au moins, il a le mérite de se battre. C'est pas du tout un bon défenseur, Poole. Il doit être
moyen moins, si on évalue son niveau, mais au moins il se bat, et ça j'apprécie. Pour moi, il est encore assez loin d'être assez sûr pour driver une équipe compétitive à lui seul, même une option 2 c'est limite, enfin en tout cas, ou lieutenant, une option 2 au scoring il peut l'être, mais un vrai lieutenant polyvalent, je trouve que c'est encore limite, mais néanmoins, au vu du rôle qu'il joue dans une team qui joue les premiers rôles en playoff, bah je tenais tout de même à le mettre bien en valeur, le joueur qu'il est dans mon top 100. Et bien pour Jordan Poole, finalement j'ai tapé en plein milieu. Vous êtes 69% à être d'accord avec moi, par contre, il y a 15% qui le voient au-dessus, 15% qui le voient en dessous. Donc au final, il y en a qui le voient peut-être moins bon qu'il n'est, d'autres qui le voient meilleur qu'il n'est, ou peu importe, mais la majorité est d'accord avec moi. Vous dans le chat, vous avez à peu près confirmé ce que je viens de dire, pas besoin d'en faire plus. Poole à la 71e place, ça me semble à peu près être son range. En place 70, voici Papy Alorford. Alors lui, c'est clair que si j'avais fait un top il y a 1 ou 2 ans, je suis même pas sûr qu'il aurait fini dans les 100, alors que si on avait fait un top il y a 5 ou 6 ans, il aurait été sans problème, peut-être même dans le top 50. Parce que oui, en fait, il m'a clairement déçu lors de son passage à Philadelphie, et malgré un rôle de leader vétéran, il s'est un petit peu perdu à OKC, où à la fin de la saison, on l'a clairement écarté du groupe, il jouait plus. Sauf que là, avec son retour chez lui, à la maison, à Boston, il est redevenu le joueur qu'il était, ou pas loin, le joueur qu'il était au moins il y a 3 ans. Le mec, c'est un compétiteur ultime, un leader vocal, un leader de la défense. À 36 ans, il accepte encore de gros challenges, comme celui de se coltiner un Giannis sur tout plein d'actions, de lui répondre aussi bien en attaque qu'en défense, d'aller dunker sur lui et de se dire vas-y, moi t'es Giannis ou t'es pas Giannis, je m'en fous, j'ai 36 ans ou j'ai pas 36 ans, je m'en fous, moi je suis là pour répondre aux défis physiques, pour répondre aux challenges, et ça il va l'accepter, et j'adore ce qu'il fait. Donc offensivement il peut faire des trucs, mais bien sûr là où il est très précieux à Boston, c'est dans sa défense, que ce soit en switch ou en drop, il peut tout faire, c'est un scientifique du jeu, je trouve, il sait exactement comment une défense collective fonctionne. En attaque, même s'il faudra pas compter tous les soirs sur lui pour mettre ses 15 points, il saura exactement faire ce qu'il faut, en écartant le jeu quand il faut, en sanctionnant de loin, mais aussi en posant des écrans, en lâchant de bons ballons, en se montrant menaçant aussi près du cercle quand il veut et quand il faut, ou quand il est motivé. Enfin, il est toujours motivé, donc peu importe, mais quand il y en a besoin, et ça c'est fort. En fait, moi je trouve que Alorford, et ça c'est important dans mon classement, il joue juste un basketball de la win, et ça se voit plus que jamais lors de ses playoffs là actuellement. Sa présence, elle impacte l'équipe dans tous les domaines, des deux côtés du terrain, clairement, même si c'est surtout en défense, mais je veux le dire, dans les deux côtés du terrain. C'est un pion essentiel du magnifique parcours de Boston cette année, comme quoi, même quand le poids des années fait son œuvre, et même si Alorford c'est plus le All-Star qu'il était à Atlanta, on peut toujours être super important, on peut toujours être super utile dans une équipe qui gagne en faisant preuve d'un état d'esprit exemplaire et en utilisant son cerveau. Donc chapeau à Papy Al pour tout ça, et finalement je suis heureux de le mettre dans mon top 70. Concernant Alorford, vous êtes 71% à être d'accord, vous l'auriez mis à peu près à cette place et ça fait plaisir. 24% d'entre vous l'auraient beaucoup mieux classé. Moi j'irai pas jusque là, et 5% l'auraient beaucoup moins bien classé. En fait, moi je pense que déjà, s'il avait pas fait des playoffs comme il est en train de faire, il aurait été dans mon top 100, mais beaucoup plus bas, peut-être 15 places plus bas, peut-être 20 places plus bas, je sais pas, j'y ai pas trop réfléchi, mais il aurait été plus bas. Déjà, ses grosses performances en playoffs lui permettent d'être dans le top 70 et je trouve ça déjà très haut. Peut-être que ceux qui l'auraient beaucoup mieux classé misent énormément sur ce qu'ils voient pendant ses playoffs, et je peux l'entendre, mais pour moi, c'est sûr, hein, c'est très important les playoffs, c'est pour évaluer le niveau actuel, ça compte, vu que c'est ce qui se passe en ce moment, et en plus de ça, c'est le plus haut niveau que tu peux avoir en NBA, il est en finale NBA, donc forcément que ça compte, mais je pense que l'échantillon est peut-être pas assez large, même s'il a fait une bonne saison, hein, c'est tout à son honneur, et qu'il a de bonnes stats, voilà, je trouvais que le mettre au-dessus des 70 était abusé, mais au final vous êtes 71% à être d'accord avec moi, donc là, clairement, je sais même pas pourquoi je pinaille, parce qu'il y a eu des joueurs avec beaucoup plus de désaccords. Là, globalement, concernant Horford, nous sommes ok. À la place 69, voici Tyler Herro. Voici un autre joueur qui a fait un gros parcours cette saison, encore comme quoi, finalement, les playoffs ça compte, même si... Du coup, pour lui, ses prestations en playoff m'ont un petit peu laissé sur ma faim. Après, je sais, il était blessé, notamment en finale de conf, et je veux pas non plus être trop sévère avec ses playoffs. Même si, pour moi, à partir du moment où t'es sur le parquet, t'as plus trop d'excuses. Mais peu importe, ça l'a pas empêché de prouver que... pendant la régulière, en tout cas, il avait un niveau phénoménal en attaque. Des 6e hommes qui mettent plus de 20 points par match dans l'histoire NBA, cherchez, vous pouvez les compter sur les doigts d'une seule main, c'est sûr et certain. Et c'est pas par hasard qu'il a remporté le trophée de meilleur six-man. En attaque, c'est un pétard ambulant qui sait exactement profiter des opportunités pour faire ce qu'il faut. Spoelstra l'utilise super bien aussi, et ça l'aide forcément Tyler Herro, mais peu importe, parce que lui aussi arrive à faire très bien ce que Spoelstra lui demande. Et c'est ça, c'est qu'en fait, je trouve qu'il a deux rôles un petit peu qu'il arrive très bien à exploiter.
Parce que quand on a un Eric Spoelstra qui le met avec les titulaires, eh bien il saura profiter du spacing qui est provoqué par ses potes pour sanctionner. Butler, il va attirer des défenseurs, Adebayo, il va attirer des défenseurs, Laurie de temps en temps aussi. Et bien là, ça donne des espaces à Herro, et là, il va sanctionner plutôt dans un rôle de catch and shooter. Mais quand tu le mets dans la seconde unit, lui, il va utiliser ses grosses qualités pour briller d'une autre façon. Au scoring, encore une fois, mais en créant beaucoup plus, notamment pour lui, face à des défenses un petit peu moins fortes, parce que c'est des remplaçants qu'il a en face de lui, et là, il va avoir plus de responsabilités, et alors qu'il joue plus comme catch and shooter avec les titulaires, il va plus jouer comme un créateur avec quand il est avec la seconde unit. Donc ça peut vraiment, je pense, être globalement un primary, premier et demi, ou un second ball handler qui crée pour lui et pour les autres, et quand on a un joueur qui s'est performé aussi bien avec et sans la balle, ça lui apporte forcément des louanges d'un peu partout. Il a une énorme confiance, il peut être clutch, et même si ça s'est moyennement vu dans ses playoffs, je le répète, je veux pas lui enlever tout ça. Par contre, en défense, j'avoue que même s'il sait faire le minimum, c'est pas non plus un crack, mais grâce à son mental, son envie, il fait au moins le minimum. J'apprécie de comment il a rebondi après une saison rookie prometteuse et une saison sophomore plutôt décevante. Là, il a fait un bon petit revival dès sa 3e saison en NBA. Cette saison, je trouve que dans son rôle de 6e homme, il a atteint des sommets, au moins en régulière, et voir qu'un 6e homme apparaît à la 69e place, finalement, c'est quand même plutôt cool quand on voit qu'il y a 30 équipes en NBA et 5 joueurs par équipe. Normalement, un 6e homme, c'est au-delà de la 150e, donc voir qu'un 6e homme est à la 69e place, ça montre à quel point je respecte la grosse saison de Tyler Herro, qui, bien sûr, même s'il est 6e homme, a un temps de jeu titulaire à Miami, ça on va pas le cacher. Pour Tyler Herro, globalement, on est à peu près d'accord. Vous êtes 52% à être d'accord avec moi, vous l'auriez à peu près mis à cette place. 32%, vous l'auriez beaucoup mieux classé, parce que c'est vrai qu'il a fait une saison exceptionnelle, je comprends. Et 16%, et c'est ce que je dis dans le chat, vous l'auriez vous beaucoup moins bien classé, parce que vous êtes pas content de ses playoffs. Donc moi je peux comprendre qu'on le classe un petit peu plus haut, parce que c'est vrai que sa saison était exceptionnelle. Moi c'est ses playoffs qui m'ont un peu dérangé. Je veux bien qu'il ait été blessé, mais comme je le dis, à partir du moment où t'es là, tu joues, c'est pas une excuse. Je pense qu'il pourra viser plus haut dans les années à venir. Mais une bonne petite place 69 pour Tyler Herro en attendant de voir ce qu'il fera les années suivantes. Voilà, c'est surtout quand même un attaquant aussi, et c'est pour ça que je veux pas le mettre trop haut. Moi ça me convient. En tout cas, ce que je vois, c'est que c'est un joueur qui divise, parce que, comme je dis, 32% vous l'auriez mieux classé, 16% vous l'aurez moins bien classé, et 52% vous l'auriez mis à peu près dans ce range. Pour la place 68, voici John Collins, et voilà encore un joueur très difficile à juger, avec qui j'ai beaucoup de mal, parce que lui aussi, comme je disais sur Miles Turner un peu plus tôt, et d'autant plus cette saison, ça m'est arrivé de le trouver incroyablement frustrant. Après, il y a des choses qui sont pas de son fait, c'est sûr, et depuis de sa carrière, c'est un joueur qui enchaîne sans arrêt les pépins physiques, et pourtant, on a un mec qui est surathlétique, qui a des qualités des deux côtés du terrain, et ça, vous avez compris à quel point c'est important pour moi, et qui est très polyvalent, ça aussi, vous avez compris que c'est important pour moi, mais c'est vrai que parfois, il peut paraître un peu raw, et baser son jeu que sur son physique. De plus, malgré ce que j'entends parfois, je trouve que le fit d'Atlanta est très bon pour lui. J'entends plein de gens qui disent John Collins doit aller ailleurs qu'à Atlanta. Ben non, moi je le trouve bien, parce que pour un joueur comme lui, qui joue énormément au-dessus du cercle, bénéficier des caviars de Trae Young, je trouve que c'est du bonheur à l'état pur. Sur ses pick and roll, sur ses cuts, il a trouvé comment briller offensivement avec un meneur comme Young, et même il est capable de sanctionner de loin de temps en temps, donc je crois qu'offensivement, il a toutes les bases, et il correspond très bien à cette équipe d'Atlanta. Le problème, c'est est-ce que Atlanta veut vraiment de lui parce qu'il a des côtés, comme je disais, il se blesse beaucoup et il est régulier, ça c'est une autre question. J'aime aussi sa capacité à évoluer en face-up après quelques dribbles, c'est un vrai joueur de face-up, John Collins, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est aussi un mec qui peut partir en transition et avoir un vrai rôle de rim runner, et clairement, c'est une arme de valeur pour la NBA. C'est un scoreur polyvalent, qui jump fort, même si pour moi des fois il insiste pas assez dans la peinture, il arrive très bien à utiliser ses qualités athlétiques pour faire le taf quand il y va dans la raquette. En défense c'est la même chose, un gros athlète qui a de grands outils comme ça, qui a un minimum de QI basket, même si John Collins c'est pas le joueur qui a la plus grosse science de jeu du monde, mais ses qualités athlétiques et ses grands outils lui permettent de faire des choses bien. Donc ouais, c'est un vrai joueur de basket. Le truc, et si on lui en veut, je crois, c'est qu'il a signé un gros contrat avec les Hawks l'année dernière, et que beaucoup de gens disent il mérite pas son contrat. Mais là on n'est pas là pour juger du niveau par rapport au contrat, on est là pour juger du niveau du joueur tout seul. Et ce qui est sûr, c'est que malgré ce gros contrat, j'ai l'impression que son futur a jamais été bien stable. On sait jamais trop s'il est sur la liste des transferts, si Atlanta va le transférer ou non. On sait jamais trop s'il est heureux. Il y a eu quelques histoires avec Trae Young il y a un peu plus d'1 an. Et donc j'avoue un peu que, comme pour Miles Turner, comme je disais tout à l'heure, j'ai envie d'être sévère avec John Collins, car clairement j'ai l'impression qu'il en a encore beaucoup sous la pédale, qu'il peut viser beaucoup plus haut et qu'il est capable de mieux. Il a vraiment la place pour step up encore
encore à 24 ans et presque il aurait dû plus step up déjà et ça frustre de voir que ses blessures et que son irrégularité, ben ça l'empêche de step up autant que je l'aimerais. Voir qu'il peut te faire un match sur 14 sur 16 au tir, exceptionnel, hein, 14 sur 16 au tir, et un autre un peu plus tard dans la saison à 3 sur 11, ben ça montre son irrégularité encore, comme si parfois il lui arrivait de se cacher un peu trop. Maintenant, encore une fois, quand je prends du recul, je m'aperçois que des qualités il a toutes les qualités d'un vrai joueur de basket, et voilà, c'est pour ça que malgré toute la frustration que je peux éprouver pour John Collins et malgré tout le désir que j'aurais eu qu'il progresse plus vite, ben ça j'essaye de le mettre de côté parce que c'est le but de Stop 100, et quand je regarde son niveau aujourd'hui, je me voyais pas le classer plus bas malgré le fait qu'il m'énerve un peu, ouais. Pour John Collins, vous êtes 53%, vous l'auriez mis à peu près dans ce range, 40%, je vous trouve vraiment sévère avec lui parce que vous avez été très déçu par sa saison, très déçu par son contrat aussi et l'impact qu'il a donné vis-à-vis de son contrat. Vous êtes beaucoup à dire que QI Basket c'est très compliqué avec John Collins et je peux vous rejoindre un peu. Je vous trouve quand même tout de même sévère dans la mesure où c'est un joueur très polyvalent qui peut faire beaucoup de choses sur le terrain, des deux côtés du terrain, qui en face-up, moi, me régale, hein, je l'ai déjà dit, et qui a des qualités athlétiques exceptionnelles. Alors peut-être que lui, son jeu se base essentiellement sur ses qualités athlétiques, mais ça fait partie. Alors c'est sûr que moi je préfère les joueurs plus intelligents qui jouent avec leur cerveau plus que Collins, mais ça fait partie du niveau d'avoir des qualités athlétiques de ouf, donc ouais, voilà pourquoi je l'aurais mis là. Enfin en tout cas vous êtes 53% à être d'accord, 40% vous l'auriez beaucoup moins bien classé, et le reste l'aurait mis un peu plus haut. Il y avait 8% qui l'auraient mis un peu plus haut, et là c'est peut-être dur de le mettre beaucoup plus haut, mais voilà, globalement on est à peu près d'accord concernant John Collins. En numéro 67, je vous mets Lonzo Ball, et vous connaissez l'histoire, et il y a beaucoup de joueurs aujourd'hui dont c'est le cas. Encore un joueur qui a été pas mal blessé, et donc encore un joueur qui est très difficile à classer. Je le cache pas, j'en attendais beaucoup de l'arrivée de Lonzo Ball à Chicago, chez les Bulls, et j'aurais vraiment eu envie de savoir ce que ça aurait pu donner sur la fin de saison à Chicago, et même pendant les playoffs, avec un Lonzo Ball qui aurait été présent et en bonne santé. Parce que en vrai, sur l'échantillon qu'on a vu cette année, même s'il a duré que 35 matchs, et c'est très faible, mais j'ai trouvé qu'il a apporté aux Bulls tout ce qu'il fallait aux Bulls. Dans une équipe où t'as un Zach LaVine, un DeMar DeRozan, un Niko Vucevic, t'as pas besoin de scoring, peu importe. Mais Ball, il pouvait quand même mettre ses points, il en mettait 13 par match, notamment en shootant à 3 points. Parce que ouais, c'est ce que j'apprécie particulièrement chez Lonzo Ball, quand il est arrivé en NBA, c'était sa principale faille, c'était pas du tout un shooter, et aujourd'hui, il prend les 3/4 de ses tirs derrière la ligne à 3 points, il en prend plus de 7 par match, et il est à plus de 40% de réussite, c'est super fort, 42,3% de réussite, c'est méga fort quand tu prends autant de shoots à 3 points, il a refait totalement sa mécanique, il connaît très bien les shoots qu'il peut prendre, qu'il doit prendre, ceux qu'il doit pas prendre non plus, il hésite plus, et ça apporte énormément d'espace à ses potes qui eux sont des scoreurs. Et ensuite à Chicago évidemment il faut aussi du playmaking, et là aussi il fait ce qu'il faut quand il faut. Bien sûr il fait moins de passes que quand il était aux Pels, mais c'est normal, il a moins le ballon avec des gars comme LaVine et DeRozan, mais là aussi il fait les bonnes passes où il faut, dans le bon timing, quand il faut, et ça j'apprécie pas mal. En fait dans la circulation de balles de Chicago, si vous vous rappelez des matchs des Bulls en début de saison, il était juste excellent, mais surtout chez les Bulls, au vu du roster, en plus de mettre quelques 3 points, de faire du spacing et de faire circuler la balle, il faut aussi de la défense, et un peu de rebond, mais surtout de la défense. Et là, Ball il performe beaucoup. Avec sa grande taille pour un meneur, il reste toujours très bien devant son attaquant, il a les mains toujours actives, il a un gros sens de l'anticipation sur les lignes de passe, de toute façon il vit sur les lignes de passe, un peu Lonzo Ball, il vole tout plein de ballons, et définitivement, c'est souvent l'un des joueurs les plus intelligents sur le parquet. Donc ce sera peut-être jamais un franchise player qui marquera 20 points par match, par contre un meneur qui peut apporter exactement ce qu'il faut à une équipe dans un collectif en faisant peu de déchets, dans une équipe qui a des ambitions en plus, ça je pense qu'il en est capable et c'est déjà très fort. J'aime sa polyvalence, j'aime son QI basket, mais avant tout j'aime comment il a su sortir de cette sur-hype qui a été créée par son père pour bosser, pour travailler ses faiblesses et devenir un joueur accompli tout en restant humble. Donc l'humilité elle est importante pour Lonzo Ball. Avant sa blessure, Chicago affichait un bilan de 22 victoires pour 13 défaites, il trustait les premières places à l'Est. Alors je dis pas qu'avec lui ils auraient été champions NBA, par contre je peux dire sans souci que son rôle est primordial chez les Bulls et qu'ils auraient sûrement mieux fait s'il s'était pas blessé. Cette saison, pour moi, il a fait exactement ce que j'attendais de lui, et je pense qu'avec un échantillon encore plus long et un plus long parcours, il aurait pu potentiellement viser plus haut que la place 67. Donc on attend de voir s'il le fait l'année prochaine. Je me dis que ce range est plutôt pas mal concernant le meneur des Bulls. Et bien pour Lonzo Ball, on bat le record. Vous êtes 90% à penser que je l'ai bien classé, donc ça fait plaisir. 5% l'aurait mis beaucoup plus haut, 5% l'aurait mis beaucoup plus bas. 90% c'est un score exceptionnel, et visiblement vous êtes d'accord avec moi, je vais rien dire de plus, je crois que j'ai tout dit quand j'ai décrit son profil.
Allez, 66e place, Jonas Valanciunas dans ce top 100 NBA 2022. Donc voilà, nouvelle place, nouveau profil avec Jonas, qui cette saison découvrait la franchise des Pelicans. Et clairement, si on écarte quelques mammouths du poste 5 qui est en NBA, mais je trouve qu'il fait partie des physiques des pivots les plus physiques de toute la ligue. Moi j'aime beaucoup son jeu à l'ancienne, dos au panier, avec un super footwork, un bon mix de toucher, de puissance, avec des bonnes petites feintes aussi pour s'en sortir en post-up. Et je trouve qu'à 30 ans, il commence à avoir une vraie expérience, il sait très bien comment marquer des points, en utilisant son physique, en utilisant ses qualités. J'aime le fait qu'il soit super costaud en fait, mais aussi suffisamment fin et intelligent. On a ses épaules et son poids qui lui permettent de bully à peu près n'importe qui, jamais il aura peur d'aller au contact ou de relever le défi physique, et ça lui permet aussi de poser de gros pics, de prendre beaucoup de rebonds. Et ça aussi dans une équipe, notamment au Pelicans, cette année c'était très valuable. Mais ce que j'apprécie encore plus chez lui, c'est de voir comment il a évolué, parce que ouais, jusque là, j'ai l'impression presque que je suis en train de décrire un pivot des années 90-2000, et on le sait, dans une NBA qui se base beaucoup sur le spacing, la vitesse, le rim running pour les pivots, et le mouvement, ça devient dur pour ce genre de profil d'avoir du temps de jeu et des responsabilités. Mais ça, lui, il a réussi à compenser son côté old school avec une vraie adresse de loin. En fait, jamais il a tenté autant de shoot à 3 points que cette saison. C'est quand même pas un shooter de gros volume, attention, je veux pas non plus exagérer, c'est quand même loin d'être un sniper, mais si tu lui laisses de l'espace, il te sanctionnera, et du coup, tu ne peux pas lui laisser de l'espace. Moi, je me rappelle encore de son 7 sur 8 cette saison face à des Clippers qui avaient fait complètement l'impasse, et ça montre que même s'il met pas tout à 3 points, même si ses pourcentages, il en shoot pas non plus 10, et bien ça écarte la défense parce que t'es obligé de monter sur lui. C'est aussi un très bon passeur, et ça je trouve qu'on n'en parle pas assez, et ça c'est tout à son honneur, il peut se mettre en tête de raquette, avoir une bonne vision de ce qui se passe et distribuer la balle, et donc en fait, offensivement, tout simplement, j'apprécie tout ce qu'il peut donner dans un collectif. Maintenant, clairement, défensivement, c'est pas la grande joie. Il fait le taf un minimum bien sûr, grâce à son gros physique, mais son manque de mobilité, ça peut le pénaliser. Et puis voilà, puis même dans la protection de cercle, encore une fois, grâce à sa taille, grâce à son épaisseur, il peut se montrer utile. Il faut juste l'utiliser bien plus sur des drops que sur des switch, mais ça tombe bien, Willie Green l'a parfaitement fait cette saison, et j'ai trouvé que Valanciunas, malgré ses failles en défense, c'était plutôt compensé par sa bonne utilisation par Willie Green. Chapeau aux tacticiens des Pelicans pour ça. Donc pour faire simple, si on fait le bilan sur Jonas, il sort d'une grosse saison, et année après année, il montre à quel point il peut être une force dominante dans la peinture, qui a su développer son jeu et l'adapter à la NBA actuelle. Donc ça, je pense qu'on en parle peut-être pas assez, et une 66e place, avec ses forces et avec ses faiblesses, ça me paraît amplement mérité pour Jonas Valanciunas. Donc pour Jonas Valanciunas, vous êtes 67%, vous l'auriez mis à peu près à cette place, donc globalement on est d'accord. 29%, vous l'auriez beaucoup moins bien classé. Je sais pas trop pourquoi, j'ai pas vu vos arguments dans le chat, ceux qui ont voté ça, vous avez pas trop parlé, j'aimerais bien savoir. Et 5%, vous l'auriez beaucoup mieux classé. Donc globalement 67%, on est d'accord. De toute façon c'est place 66 ou un peu plus bas, selon ce que je lis dans le chat actuellement. En place 65, je vous mets Evan Mobley, un autre intérieur encore, et qui possède un profil qui est très très différent de celui de Valanciunas. Parce que ok, ça peut paraître ouf de mettre un rookie devant un joueur expérimenté comme Valanciunas, mais peu importe, moi j'assume, tant dans sa polyvalence, Evan Mobley a montré des choses qui m'ont plu en une seule saison. C'est le prototype parfait de l'intérieur du futur, et rien que ça lui donne énormément de valeur dans mon classement, parce que, de l'intérieur moderne en tout cas, je dis pas qu'il va le devenir l'intérieur du futur, enfin si, il y a de grandes chances qu'il le devienne, mais déjà, il a montré qu'il disposait de toutes les qualités de l'intérieur moderne. Voir qu'à même pas 21 ans, il peut tout faire avec talent, tout en disposant de vraies spécialités, c'est assez génial tout de même. Le gamin, bien sûr, il est bien moins puissant que Valanciunas, mais lui, des deux côtés du terrain, ce qui est pas le cas du Lituanien, il est capable de faire beaucoup de choses. Le mec, quand même, il est arrivé dans une équipe où il y avait pas mal de doutes, je me rappelle, en début de saison, il y avait beaucoup de monde qui me posait la question, mais comment les Cavs y vont faire avec autant d'intérieur? Il y a Jarrett Allen, il y a Kevin Love, il y a Lauri Markkanen, comment il va faire Evan Mobley pour trouver des responsabilités? C'est nul pour les Cavs parce qu'il va être éteint, il n'aura pas de responsabilité. Je crois que les réponses, cette saison, il les a données de lui-même. Le mec, il a fait sa place en étant hyper régulier, il a montré que défensivement, ça pouvait être un crack absolu de chez absolu. Si Jarrett Allen, lui, protégeait le cercle, t'avais Evan Mobley qui s'occupait de tout le reste, vraiment, il pouvait switcher partout, il pouvait utiliser ses grands bras, ses grandes jambes, avec une mobilité qui est exceptionnelle pour un intérieur, il est capable d'aller défendre sur des meneurs, franchement, peut-être pas, je veux pas le mettre sur un Kyrie tout un match, mais sur certaines actions, il peut switcher et être très efficace face à un meneur aussi. Moi, je trouve ça dingue. Il a des instincts qui sont exceptionnels.
Et je pense qu'il va falloir s'attendre fort à le voir apparaître dans les defensive teams dans les prochaines années, et sûrement beaucoup plus haut aussi dans ce top 100 dans les prochaines années. Et puis, je disais que c'était Jarrett Allen qui protégeait le cercle, mais Evan Mobley c'est 1,7 blocs par match, hein, donc lui aussi il pouvait le protéger le cercle. En fait, il est juste bon partout au niveau défensif. Après en attaque, c'est un peu moins élite, c'est sûr, mais c'est quand même bien au-dessus de ce que j'imaginais. Le mec, il m'a impressionné, hein, il peut briller sur transition, il peut briller sur des cuts, il peut également créer son shoot en face-up, il peut s'écarter un petit peu. Son potentiel est juste fou s'il progresse en attaque. Il a déjà des qualités qui sont bien présentes. En fait, je pense il peut devenir un grand nom de cette ligue, Evan Mobley, et là, avec une seule petite saison dans les pattes, je le mets déjà à la place 65. Ça montre à quel point j'ai trouvé excellent sur 69 petits matchs joués en carrière en NBA jusque-là, le Evan. Concernant Evan Mobley, vous êtes 58%, vous l'auriez mis à peu près dans ce range, donc ça fait plaisir, globalement on est d'accord. 23% l'aurait carrément beaucoup mieux classé. Alors là, je me dis, c'est chaud de le mettre une dizaine de places au-dessus, mais pourquoi pas, mais tranquille, chaque chose en son temps, il y arrivera un jour, pour moi c'est trop tôt. Et 19% à dire c'est qu'un rookie, il mérite plus bas, et ça, je peux l'entendre, pourquoi pas. Mais ce qu'on retiendra, c'est que globalement, on est encore d'accord concernant Evan Mobley. En place 64, voici Desmond Bane. Après Tyrese Maxey, voilà un autre joueur qui a fait un énorme step-up. Le mec, il a été drafté au 30e choix de la draft en 2020, et aujourd'hui, il s'affiche comme l'un des meilleurs joueurs de sa QV, hein, mais clairement. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais son rôle cette saison chez les Grizzlies, il a été complètement primordial. Déjà, pour faire simple, j'ai pas peur de dire qu'au premier tour des playoffs, ça a juste été le meilleur joueur des Grizzlies, devant Ja Morant, et ça, je l'assume complètement. Premier tour des playoffs, Desmond Bane meilleur que Morant, ça me va. Ça a changé ensuite au deuxième tour, mais sur le premier tour, clairement, contre les Wolves, lui, il a tourné à plus de 23 points de moyenne, il a sorti une perf à 34 points, et clairement, face à Minnesota, il a juste été intouchable. Et quand ta team se qualifie au deuxième tour de playoff, et que t'as probablement été le maillon essentiel de cette perf, forcément, dans ce style de classement, tu peux déjà taper haut. Maintenant, c'est sûr que son deuxième tour, face à la défense des Warriors, a été un peu plus compliqué, et même si on a appris qu'il a été blessé au dos, vous avez compris, moi les blessures, je m'en sers pas d'excuses, ça montre qu'il a encore du taf à fournir. Mais justement, c'est hypant en fait, même si ça rentre pas dans le classement d'aujourd'hui, c'est hypant de se dire qu'il peut encore progresser. Déjà, Desmond Bane, il a des épaules de bodybuilder, il s'est développé un truc de ouf en 2 saisons, et c'est rare qu'il y ait des mecs aussi tankés, qui soient d'aussi bons snipers de loin, et lui, il est juste exceptionnel. Il est à quasiment 44% de réussite à 3 points, il prend 7 tentatives par match, c'est juste insane. Il fait déjà partie ou pas loin des meilleurs shooters de la ligue, mais vraiment quand je parle des meilleurs, c'est l'élite, et il a un gros shooter qui en plus dispose d'un réel talent en défense. C'est un mec qui est costaud, qui est intelligent, qui est mobile, qui est hargneux, qui hustle, qui se bat, qui peut switcher, tout ce que vous voulez, toute la panoplie elle est là, et même s'il mesure que 1m96, ça le gêne pas, il est suffisamment tanké, suffisamment vif, suffisamment mobile pour même défendre sur des postes 3 et aider sur des postes 4. En fait cette année, désolé pour Jaren Jackson Jr. et Dillon Brooks, mais pour moi c'était lui l'option 2 des Grizzlies en attaque. Et franchement je trouve ça fort, parce que bien qu'il soit que sophomore, je trouve qu'il dispose de beaucoup moins de failles, offensivement en tout cas, que Jaren Jackson Jr. ou Dillon Brooks, tout en ayant développé certaines qualités, comme le shoot et même la défense à un niveau élite. Donc ouais, rien que ça, ce côté 3&D, ce côté two-way player, fait que j'assume complètement de mettre Desmond Bane 64 dans mon top, et le pire c'est qu'il peut encore progresser dans plein de domaines, et tout ça c'est cool, notamment la création en sortie de dribble, où il est pas encore élite, mais il a montré quelques flashs, et je pense qu'il est sur la bonne voie. Donc ouais, pour moi, place 64, Desmond Bane c'est cool aujourd'hui, mais j'en attends encore plus pour les années à venir. Pour Desmond Bane, vous êtes 82% à le voir à peu près à cette place, donc un gros score encore, ça montre que vous êtes conscient de la grosse saison qu'il a réalisée, Desmond. 14% même le voyait plus haut, 5% le voyait plus bas, donc ça reste une minorité. Je crois qu'on a tout dit aussi concernant Desmond Bane, on est plutôt d'accord sur ce range autour de la place 64. En numéro 63, voilà Scottie Barnes, let's go pour un autre joueur, avec un énorme potentiel, un autre rookie. Bon, le potentiel ça rentre pas en compte, mais c'est bien de le dire quand même. Barnes a commencé sa première saison NBA sur les chapeaux de roue, c'est clair et net. Il a connu un petit coup de mou au moment du All-Star Break, mais sur le dernier tiers de la saison, et sur les playoffs, il a montré à quel point il était déjà un excellent joueur du côté de Toronto. En fait, c'est pas un hasard s'il a été élu rookie de l'année, et pour le comparer à Evan Mobley, l'autre rookie qu'on évoquait il y a 2 places plus tôt, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même version de ce joueur, mais sur les ailes, avec probablement encore plus de qualité offensive. Si on commence à parler de sa défense, au périmètre, Barnes c'est un monstre. Sur l'homme c'est une plaie, ses bras tentaculaires sont constamment actifs, ses déplacements latéraux sont juste ouf, il est capable d'éteindre les meneurs, même les plus rapides, et grâce à son physique, il peut aussi dépanner sur des postes 4, voire 5 en small ball. C'est plutôt balèze tout ça. Et contrairement à beaucoup de gamins qui ont de vrais skills en défense, lui ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il agit pas que sur le ballon. Loin du porteur, il est également très focus, très attentif, très intelligent,
temps, il maîtrise tout de ce côté-là du terrain. Enfin, c'est un truc de fou. Il possède une maturité, pour un gamin, pour un rookie, qui est juste hyper impressionnante. Il communique, il fait preuve de leadership. C'est déjà un pilier de ces Raptors. Vous savez, je le répète, j'adore les joueurs polyvalents, et je pense que plus t'es polyvalent, plus t'as des chances d'avoir une place haute dans mon classement, à part quelques exceptions. Ben, Scottie Barnes, c'est le prototype parfait du joueur polyvalent, par excellence. Parce que en attaque, c'est pareil, hein. C'est pareil, il peut tout faire. Il peut se comporter comme un arrière, il peut lâcher des passes et organiser le jeu rapide, mais il peut aussi organiser le poste 4 en utilisant son physique et ses qualités athlétiques pour s'approcher du cercle et pour performer en drive. Après, c'est son plus gros point à taffer, je pense, même s'il y a déjà eu des progrès par rapport à la fac à Florida State, c'est son shoot extérieur. Mais ça aussi, ça montre qu'il a encore du potentiel, c'est parfait, et ça montre qu'il peut vraiment tout péter dans le classement pour les années à venir. Donc voir un joueur si gifté dans quasiment tous les domaines, des deux côtés du terrain, avoir un rôle si important dans une équipe playoffable quand même, hein, et qui a du renom, et qui a des qualités, Toronto, qu'il soit rookie ou non, moi je m'en fous, je me dis ça mérite une place 63 pour Scottie Barnes. Concernant Scottie Barnes, encore une fois, on est beaucoup d'accord, et ça fait plaisir, 87% l'aurait mis dans ce range, 9% l'aurait moins bien classé, 4% l'aurait beaucoup mieux classé, donc c'est vraiment une minorité. On est ok pour Scottie Barnes, c'est tout ce qu'on va dire le concernant. Numéro 62, Tobias Harris. Et avec Tobias, on a un joueur qui a souvent été critiqué, notamment depuis qu'il est à Philadelphie, et encore plus cette saison, mais qui selon moi n'est pas toujours considéré à sa juste valeur. Là j'avoue que cette saison, en régulière, ça a été un petit peu compliqué pour lui. Avec l'absence de Ben Simmons, on s'attendait à ce qu'il s'impose en option 2 derrière Joel, et il ne l'a pas fait, donc je comprends qu'on soit déçu et qu'on soit critique le concernant, mais maintenant, c'est pas non plus une excuse qui pardonne tout, mais ça n'a pas été simple, et j'ai l'impression que pendant toute sa carrière, en fait, on l'a utilisé dans tous les rôles possibles. Je comprends en fait, hein, parce que le gars, depuis son poste 3 ou 4, il peut créer pour lui, il peut aller chercher de bons drives ou des shoots à mi-distance, il peut aussi être utilisé en post-up et en face-up, il peut jouer le rôle de catch and shooter qui se démarque et qui sanctionne de loin, donc oui, il peut tout faire, et en fonction de ce qu'il a besoin, t'as le coach qui le mettra dans tel ou tel rôle, parce qu'on peut aussi lui demander de tout faire à la fois sur une seule et même saison, et c'est ce qui s'est passé un peu cette saison à Philadelphie, en fonction de qui est présent et qui est bon. Si on a un Maxi et un Embiid qui me prennent feu, il devra plutôt s'effacer et faire le sale boulot. S'ils sont pas au niveau, il devra prendre ses responsabilités et scorer. Et en fait, quand il arrive pas à faire l'un ou l'autre, on lui en veut. Donc, alors qu'on lui demande de tout faire, c'est vrai que c'est compliqué. Ça fait beaucoup d'attentes sur son dos. Sachant qu'en plus de ça, j'en ai même pas parlé encore, avec l'arrivée de James Harden, son rôle, encore une fois, a à nouveau évolué. Il portait quasiment plus du tout le ballon, alors que c'est quand même un joueur qui est bon balle en main, Tobias Harris. Et pendant quelques mois, au moins pendant quelques semaines après l'arrivée de Harden, il a semblé perdu ce bon petit Tobias. Il savait plus trop quand prendre ses tirs ou quand ne pas les prendre, il a connu des chutes d'adresse, il s'est sûrement un petit peu trop effacé au service de l'équipe, et il a perdu en efficacité sur quelques semaines. Par contre, les playoffs sont arrivés, et là je vais pas mâcher mes mots, je l'ai trouvé excellent. Il a probablement été le joueur le plus régulier des Sixers. Peu à peu il s'est remis à faire les bons choix, à être agressif, et à embrasser encore une fois le tout nouveau rôle qu'on lui donnait, et à découvrir encore quelque chose de nouveau, et à briller, à montrer qu'il pouvait être efficace sans toucher beaucoup le ballon, et je pense qu'on donne pas assez de crédit à tous les sacrifices qu'il a fait cette saison pour le collectif. Et encore mieux, et ça n'existait pas avant, il y a 2-3 ans c'était une faille dans son jeu, la défense, mais là en playoff je l'ai trouvé excellent. Aujourd'hui il arrive tout à fait à utiliser sa mobilité, son gros buste, sa puissance et son cerveau pour être vraiment dérangeant pour l'attaquant, et je pense que c'est pas Pascal Siakam qui va me contredire. Il a fait un taf, Tobias, sur Pascal Siakam, que j'ai beaucoup aimé. Alors ok, c'est vrai, sa saison a pas été folle, il a déjà fait mieux, c'est pour ça que je vais pas m'enflammer, même si c'est un joueur que j'apprécie énormément, mais d'habitude en fait il faisait l'inverse, c'est-à-dire qu'il réalisait de grosses saisons et il s'effaçait complètement en playoff. Personnellement, moi je préfère qu'on le voit moins en saison et qu'il soit meilleur en playoff plutôt que le contraire. Donc un joueur si précieux finalement, qui peut dépanner dans tous les costumes sans jamais broncher et en faisant tout plein de sacrifices, ça mérite, à mon sens, d'être au moins dans le top 62 quoi, même si c'est dur de le mettre plus haut et que j'avais envie de le mettre plus haut, c'est un peu trop difficile à cause de sa saison, mais allez, 62e place, c'est là-dessus que je me suis arrêté pour Tobias Harris. Concernant Tobias Harris, on est très d'accord, je pense que là aussi on n'est pas loin d'un record, 90%, vous l'auriez vu à peu près à cette place, donc c'est fou, et 10% beaucoup mieux classé, personne ne l'aurait vu beaucoup moins bien classé, donc là on est sur quasiment un gros consensus pour Tobias Harris, allez, ça me fait plaisir, apparemment je l'ai pas trop mal classé. En place 61, voici Michael Porter Jr. Si je devais garder 5-6 joueurs que j'ai eu du mal à classer, je pense qu'il serait vraiment dans ceux-là. C'est clairement dans le top 5, je pense, des joueurs que j'ai eu le plus de mal à classer. En même temps, c'est compliqué tellement il a peu joué cette saison. Donc ouais, on termine avec un vrai casse-tête. Et là, si vous regardez les stats qui sont affichés, c'est clair que vous vous demandez ce qu'il faut à la 61e place. Sauf que moi, ces stats, pour moi, elles n'ont aucun sens. On va pas du tout les prendre en compte. Et perso, je les ai pas du tout prises en compte quand j'ai fait mon classement. On a un Michael Porter Jr. qui n'a joué que 9 matchs
matchs cette saison, qui jouait déjà à moitié blessé, et ça s'est vu, parce qu'ensuite, il a dû quitter les Nuggets pour être absent encore tout le reste de cette campagne 2021-2022. Du coup, moi j'ai préféré penser à ce qu'il a fait l'année d'avant, quand j'ai voulu évaluer son niveau, en me rappelant par exemple que la saison précédente, dans laquelle il s'était bien affirmé en option 2-3, aux côtés de Jokic et de Murray, quand Murray était là, et lors de laquelle, dans son profil, il a méchamment assuré. Bon, après, je sais, il peut subir les foudres des haters, parce que Denver lui a proposé un contrat max qui était un petit peu abusé, même si à mon sens, ils avaient pas trop le choix, mais c'est vrai que quand on voit qu'un joueur aussi injury prone que lui est payé aussi cher, ça peut faire tiquer. Sauf que là, encore une fois, on va pas juger de ça. Et maintenant, j'avoue, il a aussi d'autres failles. On peut se rendre compte aussi qu'il est un petit peu unidimensionnel. C'est un joueur qui fait que scorer. Donc tout ça va pas dans son sens. Alors pourquoi je l'ai mis si haut ? Tout simplement parce que des scoreurs comme Michael Porter Jr. en NBA, il en existe pas 50. Bon, je vais un petit peu à contresens dans ce que je dis, parce que je dis que j'adore les joueurs polyvalents et que ça les aide pour être bien classés dans mon top 100. Mais comme j'ai dit, il y a aussi quelques exceptions, et Michael Porter Jr. en fait partie. Parce que si on oublie un petit peu sa santé, et qu'on pense à sa façon et ses qualités qu'il a de mettre le ballon dans le panier, il peut avoir le potentiel All-Star, Michael Porter Jr. Donc je suis conscient qu'il fait que ça, ou presque. Il peut avoir tendance à jouer un petit peu perso, il peut faire... Enfin, les passes, il les oublie, il est à 1,9 passes par match sur cette saison, mais rarement il a dépassé les 2-3 passes par match. Ça pique un peu, et en défense, il a souvent les mains dans les poches. Voilà, vraiment tout l'inverse du profil polyvalent que j'apprécie. Mais pour mettre des points, quel talent! C'est un mec qui peut driver sans souci, grâce à son premier pas super explosif, il peut s'arrêter en mid-range et assurer, il peut taffer son défenseur sur des dribbles, il est excellent sur son handle, ou en le postant grâce à sa puissance. Sa panoplie, elle est complètement insane, elle est super variée. Il peut faire des step back, mais il peut aussi faire des turnarounds et des fade-away au poste, il peut faire des gros jab step en face-up et prendre l'avantage là-dessus et enchaîner avec son gros premier pas. Tout ça, il les enchaîne les yeux fermés, il peut pénétrer à peu près quand il veut, et quand il est chaud, Michael Porter Jr., il a totalement un côté qui est indéfendable. Et voir un mec de 2m08, si grand et si agile, je trouve ça phénoménal. Donc après, les prochaines étapes, ce sera peut-être de se fondre un petit peu mieux dans le collectif, d'avoir moins une vision tunnel, de faire davantage d'efforts en défense aussi, parce qu'il en est capable, il est pas non plus complètement catastrophique, c'est juste de la volonté et du focus qui lui manque, parce que les outils sont là. Mais pour ça, la clé numéro 1, il n'y a pas de recette miracle, ça va être qu'il reste en bonne santé. Donc ouais, la place 61, ça peut paraître haut pour un gars qui a si peu joué la saison passée, qui est quasiment que un scoreur, et qui est si souvent blessé. Par contre, ouais, je le répète, je trouve qu'au vu de tout le talent dont il dispose, ça peut paraître aussi bien bas, la place 61. C'est un joueur qui, à mon avis, au maximum de son potentiel, il peut peut-être viser au moins 20 places plus haut peut-être, on sait pas. Donc malgré la difficulté qui existe quand on veut le classer, j'ai essayé de taper au milieu, et cette place 61, c'est la plus cohérente que j'ai trouvée, donc c'est celle qui va finir cette vidéo aujourd'hui. Et voilà, pourtant j'ai du mal avec les joueurs qui défendent si peu, j'ai du mal avec ces mecs qui font preuve d'une tunnel vision, mais c'est mon exception, Michael Porter Jr., et trop dur à classer, et voilà, je le mets quand même là, c'est dire si j'ai de l'admiration pour son talent au scoring. Alors pour Michael Porter Jr., je m'y attendais, et forcément beaucoup de gens sont déçus, beaucoup de gens l'ont pas vu jouer depuis longtemps, beaucoup de gens jugent aussi sur les 9 matchs qu'il a fait cette saison où il avait le dos complètement en vrac, et vous êtes 63%, vous l'auriez beaucoup moins bien classé. 38% quand même, vous l'auriez mis à peu près à cette place, bon ça fait un score de 101%, merci Twitch encore pour la précision de tes arrondissements, donc oui, ça je l'entends, vous l'auriez beaucoup moins bien classé, parce que trop blessé, mais c'est là où je vous rejoins pas, parce que ok, il a toutes ces choses, enfin bien sûr j'aurais pu moins bien le classer, et bien sûr il est très 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 dur à classer, mais moi je me rappelle de sa saison précédente, et je le répète, son talent au scoring m'a ébloui. Et quand je dis ébloui, je mâche même pas mes mots, j'exagère même pas. Il m'a ébloui, j'ai rarement vu un joueur aussi gifté dans le scoring, et clairement qui pourrait être élite dans le domaine du scoring en NBA, qui je suis persuadé pourrait mettre du 25 points par match dans une équipe où il a des responsabilités, et une équipe qui serait pas forcément en fin de tableau. Mais le problème c'est que sa santé lui permet pas de le faire. Et ça, à quel point on évalue la santé dans le classement, c'est toujours difficile. Donc je comprends, vous l'auriez mis plus bas à cause de ses blessures et du fait qu'il a pas assez prouvé. Je l'aurais mis plus haut parce que moi je suis persuadé que le niveau il est là, et ça reste très flou, donc c'est normal qu'il y ait autant de désaccords sur un Michael Porter Jr. Moi ce qui me marque encore, et je pense que c'est vraiment quelque chose auquel je suis attaché, c'est sa fin de saison 2020-2021 à Michael Porter Jr. Il a fait un mois d'avril à 24 points par match, très 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 adroit, avec une réussite énorme dans une équipe de Denver qui gagnait énormément de matchs. À partir du moment où Murray s'est blessé, l'option 2 derrière Jokic c'était lui, et peut-être même des fois il était option 1 parce qu'il avait un Jokic qui jouait énormément pour lui, et peut-être que moi je mets trop de valeur à ça, mais je suis persuadé que ce bonhomme là il est tout plein de talent quoi.
Voilà pour ce qui est de mon top 100 NBA 2022, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que cet épisode vous a plu? Est-ce que vous avez toujours des désaccords comme la dernière fois? Est-ce que vous êtes d'accord avec la commu? Ou complètement en désaccord avec moi? Est-ce qu'il y a des gros blasphèmes selon vous? Dites-moi tout en commentaire. Et je vous le rappelle, de toute façon, histoire de mieux maîtriser l'exercice, l'idée principale c'est de le faire ce top 100, en m'envoyant vos résultats à l'adresse mail là que vous trouverez dans la description. Je vous le rappelle aussi, si vous voulez un t-shirt pool party aussi cool que le mien, ou tout plein de t-shirts en lien avec la NBA, c'est sur Derby Ball que ça se passe, là encore il y aura tout, notamment le code promo dans la descro. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, c'est super important pour le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee, vous êtes le sang. Et si vous voulez les rejoindre, vous connaissez, ça fait un moment que je le dis, là aussi, il y a tout dans la description. À très vite.